Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Art Machine. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants. La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le Printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel, de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SODEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur sodep.qc.ca. Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Ma mère a dit ça sent donc bien à dèche. Puis là, j'étais comme. Sacré Gina. C'est ça, j'étais comme. C'est parce que c'est le divan. Oh, mais c'est pas nécessairement. Hey, autant non, excusez-moi. Oh, là! Hey, mon micro en est tombé. Ben oui, désirer des rêves. Tu t'étais dit, le divan, il y a une craque, moi aussi j'en ai une. Peut-être que je pourrais mettre craque contre craque. Non, j'ai frotté mon trou de cul sur le divan. Oui, ouais. Ça sentait le sperme après. Ben, je sais pas qu'est-ce que t'avais là. Je sais pas qu'est-ce que t'avais là. Fait que là, n'hésitez pas à sauter la première minute de l'émission. Alors, des rêves, 2000 émissions, on est très content. Il fait froid dehors, c'est pas le fun, on n'aime pas ça. C'est pas facile, mais c'est pas grave parce qu'ici on est au chaud avec ma belle équipe cette semaine. J'ai avec moi Maxime Gervais. Salut tout le monde! J'ai pris une douche avant de venir ici, on va se l'avouer, on le fait rarement. Je le fais presque jamais. Jamais. Ça arrive quand j'ai comme de quoi d'important après l'émission. Ouais. Mais sinon, non, je le fais pas vraiment. Je te feel. Oui, voilà. Mathieu Niquette est là. Je suis un peu endeuillé aujourd'hui. Je vais vous en parler plus tard, mais il y a un anniversaire d'un décès qui va, je pense, tous nous toucher. Donc, je vais vous parler un peu plus tard. J'espère qu'on a le temps, sinon ça va avoir l'air niaiseux comme introduction. Ça va être bizarre. Voilà. Tout de ça, évidemment, Dom Massy, mais cette semaine... parce que je sais pas c'est quoi qu'il faut que je dise. Ah, je suis Zorro! Zorro? Je suis Zorro! C'est pas ça que tu m'as dit tantôt. Don Diego. Non, tantôt, je t'ai dit que j'avais eu un gros rôle au théâtre, puis que je voulais pas que je débarque de mon personnage, comme Spock. Ah, je suis Zorro! Okay. C'est pas le vrai Zorro. Oh là, Tornado! C'est l'homme qui se pratique pour un rôle. Tornado est mon cheval le plus rapide de l'Espagne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Zorro au grand écran. C'est vrai que ça longtemps, depuis le masque de Zorro, la suite de... whatever. Et surtout, on est avec nous, Karla Galowski. Comment qu'il va? Je vois bien.
Merci. Ah, quel bonheur, très content. Ben, très honoré, très heureux. Moi, j'ai pas pris ma douche. Je voulais, mais non. Oh là, tu as l'air d'un sale truand. Vous rappelez-vous de La Grande Zorro? C'est un film des années 80 où ce que Zorro était malade, puis il était remplacé par son cousin gay, puis lui, il voulait pas l'épée, c'était un fouet. Puis il pimpait son costume. Ça m'a l'air d'être fait avec bon goût. C'est du canon dans l'univers de Zorro. Je sais pas. On doit pas dire comme la grande des Zorro? Ça doit être ça. La Grande Zorro, je sais pas, peut-être. Parce que la grande Zorro, je sais pas. Mais bon, non, ça me dit rien, on va aller checker ça. On mettre la bande-annonce sur la page de Décideret. On est très content, Karloff. J'avais été il y a 2 semaines, puis comme un cas, j'ai invité quelqu'un d'autre en même temps, fait que j'ai été obligé de te repousser. Mais t'as été bon joueur. Ben oui, mais on s'est chicané, mais on est... Ça faisait longtemps que j'attendais l'invitation. Là. Je me suis dit, bon, regarde, je vais subber quelqu'un. À un moment donné, ils vont finir par m'appeler après 2 ans. Ben, je sais bien. Puis même, ça fait longtemps qu'on en parle avec Maxime en plus. J'ai l'impression qu'on en parle, on oublie. Tu sais ce que c'est? Moi, j'ai subé Maxime une fois, puis je suis jamais parti de l'émission depuis ce temps-là. C'est ça qui arrive, hein? Je pense qu'il faut dire, Karloff, tu sais, on a travaillé ensemble à ce show à Musique Plus avec Mike Ward. Mais avant tout ça, avant cette aventure-là, en tout cas, je vais parler pour ma part, puis je pense celle à Julien, mais on connaissait ton œuvre musicale, tu sais. Puis quand nos destins ont fait en sorte qu'on s'est croisés, moi, je me souviens, j'étais à Musique Plus pour le tournage d'un clip de Morgan, ça se peut-tu? Ouais, Morgan. Puis t'es venu me voir pis t'as dit, hey, c'est Macacoto. Là, j'ai fait comme, wow, shit, fuck! Puis, non, c'est ça, pour vrai, on était... En plus, t'as pris le personnage le plus obscur. Fait que c'est ça. Ouais, mais ouais. Puis pour vrai, on était comme honorés. Tu sais, c'était une période où on commençait à fréquenter, tu sais, justement des mononcles Serge, il y avait, tu sais, Mike Ward, puis là, il y avait toi, puis on était comme Chris, c'était comme si notre secondaire cégep s'ouvrait à nous autres. C'est vraiment cool. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on est content que tu sois là aujourd'hui. Ben, je suis très heureux aussi. Et venez, ça va être nous dans 10 ans qu'on va être ça avec des jeunes. Sacrément. Et avec Zorro, ben oui. Allez, Tornado. Zorro, c'est temporaire. Zorro va être avec nous autres. Écoute, c'est pas ça. Quand tu me le décrivais, je pensais pas ça pas en tout que ça allait. Ah, tu n'écoutes pas. Tu es pire que le général Marquez. Oh, il écoute pas, lui. Bon. Fait que... C'est un truand. Oui, c'est ça. Alors voilà, on a des... d'abord, évidemment, on a des grosses nouvelles brèves, rapidement. On a appris hier que José Godet et Richard Turcotte allaient prendre du Viagra oui. live sur Facebook à la radio, je sais pas quoi, à C'est quoi ou je sais pas quoi. Ce qui démontre encore l'influence de Décideret, parce que nous, ça fait des années qu'on fait ça à chaque semaine. Qu'on prend du Viagra live. D'ailleurs, Maxime, t'as une drôle d'anecdote là-dessus. Oui, une fois, j'étais bien bandé. Ah, je m'en souviens. Mon pénis cognait sur le micro. T'as-tu déjà pris du Viagra, Carla? J'ai jamais pris du Viagra, mais quand j'ai vu le post hier, là, tu sais, c'était le gars qu'on sait pas son nom avec José Godet, puis dans le milieu, il y avait la fille, puis les deux tenaient leur pilule, j'étais comme holy shit, ça avait vraiment l'air d'une capture de Pornhub. Pas que je connais ça, là. Ouais, non, mais, moi non plus. Ça avait l'air d'un... Ouais, j'avoue que... Ça avait l'air de... Elle va se faire brasser, la madame. Oh non, pas si Zorro est là. Oui. Ah, ça, c'était le Z. Ouais, évidemment. Fait que, je pense pas que ça s'entende. Fait que donc, comme je voulais dire, c'est ça, encore une autre idée qu'on se fait voler, comme d'habitude, évidemment. On est les premiers influenceurs. Tant qu'il ne fasse pas Zorro! Oui, ensuite de ça, ensuite de ça, évidemment, généralement, on vous encourage fortement à écouter nos amis les Mystérieux Étonnants tous les lundis. Mais pas cette semaine. Oh non. No, oh boy, non. Parce que on aura appris, par le biais des réseaux sociaux, il ne l'aura pas dit lui-même, que Nicolas s'en va aux Mystérieux Étonnants lundi. Puis non seulement ça, mais qu'ils veulent lui donner toute la place et le laisser parler et lui laisser faire ses chroniques. Non, vraiment, je sais, c'est ridicule. Fait que moi, j'ai dit à Benoît Mercier, gardez-le sérieusement. Fait que je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas... Julien, ce brigand de Nicolas ne s'y rendra jamais, car Zorro va le kidnapper. Mais... C'est ça. Il a pas sa carte de on comprend ce qu'il veut faire. Donc, écoutez pas les mystérieux lundi. On va continuer avec notre invité, Karloff. Je vais te mettre le thème invité. Voilà. Tu le remettras pour Zorro. Et l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! Karloff.
Fait que là, Karloff, je vais structurer l'interview, là. Oh shit. Parce que, tu sais, là, c'est vraiment important, là. Fait qu'en première partie, on va parler du Karloff Orchestra. Okay. Du Karloff que peut-être la majorité des gens connaissent mieux, de cette aventure-là, quand c'est terminé, tout ça. En deuxième partie, j'aimerais ça qu'on retrace un peu ta vie, parce qu'elle est vraiment intéressante. Je me rappelle pas si c'est toi qui me l'as raconté ou tu l'as raconté à Maxime qui me l'a raconté, mais t'es vraiment t'es comme parti sur le pouce 9 ans ou je sais pas quoi, t'étais invité, tout ça. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça. Et en troisième partie, Julien. où est Karloff aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec Karloff? Qu'est-ce qui s'en vient? Le bout déprimant, finalement. Ouais. Fait que voilà. Fait que c'est ça, tu sais, on va continuer. Puis on va commencer, on va faire comme à tout le monde en parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vais essayer, parce que je veux jamais te céder. Fait que je suis pas sûr que je suis capable. Mais j'ai ici ton album. Regarde, tu vois, il est capable, ça. J'ai touché sur rien, c'est parti. Même quand il veut pas. Ça semble comme un hit, je sais pas c'est quoi, mais... Bonjour. Ah, ben, Ellie est là, tu sais. Ça va? Oui, viens, t'as. Bon. Elle est venue chercher ses smokes! Oui. Esmeralda. Donc, Karloff, j'ai avec moi ton album C'est plus belle mélodie, volume 1. Peux-tu nous expliquer pourquoi cet album-là existe? T'as fait un best-of après 2 albums. Oui. C'est comme Old Dirty Bastard, il a fait ça lui aussi. En fait, ça avait 2 buts, cette affaire-là. Mon but secret, c'est que je me disais... 15 ans après l'apparition de ça, il y a des jeunes qui vont se ramasser à l'échange. À cette époque-là, je pensais que l'échange, ça allait comme durer toute la vie, puis que ça allait être comme hot. Puis là, je me disais, il y a des kids, ils vont tomber sur cet album-là, puis ils vont dire, Chris Karloff, c'est plus belle. Volume 1, ils vont penser que c'était comme un artiste huge de back in the days. Ouais, le volume 1 était un petit pied de nez. Ouais, puis mais aussi, ce qui est drôle, en fait, c'est que la vraie raison, c'est que le premier disque qu'on a fait, Fucking Shit Baby Love, un album culte, était sold out, puis il fallait le represser, en faire un autre, le rééditer. Puis là, je m'étais dit, tant qu'à faire ça, on met les 2 disques sur un, on appelle ça best of. Puis mais c'est plus ton intégral que ton best of. Exact, mais c'est ça. Mais là-dessus, il y a des versions inédites qui sont pas trouvables, tu sais. Ouais. Il y a un remix. Il y a un remix. Effectivement, de laquelle c'est déjà. Il y a l'accordéon. Puis il y a 2-3 tunes bizarres à la fin. Oui. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'avais 14 ans. Oh! J'étais comme, hey, c'est quoi son problème de faire un best-of après 2 albums? C'est ça. Ben, tu sais, comme, tu te crois plus intelligent que tout le monde à cet âge-là, là, pis tout ça, pis j'étais comme, mais qui est bien baveux? Qui sont les 28 femmes sur la pochette? Ça, c'est écœurant. C'est que, on a appelé carrément une agence de filles faciles. Ouais. Hey, on n'est pas d'accord avec ça. Puis, Zéro, ils aiment les putes. Ben, moi aussi, je veux dire. Je les défends. Puis on leur avait donné l'adresse, tu sais, on tournait ça sur Saint-Denis dans un genre de loft, puis on leur avait dit genre 422 Saint-Denis. Fait que là, à 9h, fait que tu sais, moi à 8h45, j'attendais, puis là je voyais plein de pitounes avec des talons hauts marcher de l'autre bord de la rue, du côté impair, puis chercher l'adresse, puis il la trouvait pas, puis il remontait, puis là il appelait, puis là tu sais, c'était comme une joke là, comme vous avez calé 3 fois plus de monde que ça. Sur 15 filles, il y en a comme 8 qui cherchaient l'adresse du côté impair de la rue. J'étais comme, oh, ça va être parfait, ce tournage-là. C'est pour ça qu'ils ont rien compris de la pochette. Ils ont rien compris. Puis ce qui était drôle aussi, c'est qu'à un moment donné, parce que en fait, c'était un vidéoclip. C'était le vidéoclip qui a été censuré à Musique Plus pour la chanson Reggae Dub No. 9 qu'on tournait. Puis cette photo-là vient comme du tournage. Mais à un moment donné, les filles, pendant le tournage du clip, je réalisais le clip, elles voient mon calepin. Puis là, sur mon calepin, c'était le shotlist. Puis à un moment donné, c'était marqué Q, Saint, Q, simple. Là, t'es comme, c'est quoi ça? Puis je suis comme, non, ça c'est rien, mais c'était juste comme un plan, tu sais, comme ça, des notes à moi-même. Oui. Q, Saint. Il fallait que t'écrives cuisse, poitrine, ça aurait mieux passé. Mais effectivement, à l'époque, moi, j'écoutais beaucoup Musique Plus, puis ça se jouait pas des clips de Karloff. Tes tunes jouaient souvent à Radio-Canada, mais pas, ben, en fait, je pense que je suis jamais tombé sur un clip de Karloff à la TV, puis j'en ai cherché hier sur YouTube, puis il y a Riff Commercial par Maxime Giroux, qui s'est presque rendu aux Oscars. Exact, ben oui, c'est avec Maxime que j'ai appris à faire de la réalisation, en fait. Mais Riff Commercial a joué à Musique Plus, puis à un moment donné, il y a eu une chicane. Ils ont Éric Paradzelli, à l'époque, était un influenceur dans Le Voir. Ça existait? Ouais. Puis là, il avait écrit un article, Musique Plus, enfin, se décide de... Tu sais, c'était à une époque que les Cowboys fringants n'avaient pas percé encore. Là. Ouais, c'est ça. Que Paradzelli avait écrit enfin Musique Plus, fait jouer de la vraie musique, genre, puis à l'interne, ça avait pas...
je sais pas, à Musique Plus, ils tripaient pas sur Paradeli, ils se connaissaient, puis ils avaient enlevé le clip. Fait qu'ils ont dit, ah ouais, de la vraie musique, on n'en jouera plus. On n'en jouera plus, mais tu dis les Cowboys fringants, t'es pas encore arrivé, mais à cette époque-là, elle ressemblait à quoi la scène, tu sais, avec qui tu faisais des shows puis qui était dans le milieu? Quoi? Ben, les Cowboys existaient, mais avaient pas Je n'aime percé pas les assez cowboys. quoi encore, là. Ils nous volent nos terres. Ils nous volent nos femmes. Ben oui. Ben, à cette époque-là, la scène locale, je trouve, était vraiment, il y avait un circuit super le fun puis super clair à suivre, tu sais, t'avais le voir qui faisait une critique des maquettes de disques à cette époque-là. Là. Tu faisais ta maquette, tu l'envoyais, puis t'avais un review. Il y avait le Café K.O., l'Escogriffe, le Quai des Brumes, c'était encore là, mais on dirait à l'époque, c'était plus comme un circuit là, que le monde suivait. Là. Les bands qui les bands, c'était quoi? Là, on est en quelle année? Là? On est en 2000? On est en 2000. Ben, les vulgaires machins, étais-tu là? Les vulgaires machins, je pense. Ben, je pense que c'est 2003, je pense. Il était là, me semble. Ben bon, je sais plus. Ça commençait, mais regarde, tu vois... le band So What. Moi, j'avais fait les Francouvertes, puis au Francouvertes, en finale, c'était moi puis Carquois, qui à l'époque était un groupe de reggae. D'ailleurs, ma chanson Reggae Number 9, c'était comme un genre de petit clin d'œil vilain à Carquois. Il y avait quoi? Il y avait Starbuck et les Impuissants. Ah ouais, okay. Il y avait Xavier Caféine. Il y avait, écoute, je te mentirais pas, je connais pas Starbuck et les Impuissants. Ah non, hein? Non. T'aurais aimé ça, Julien? Il y avait un gars tout le long du band, tout le long du show, il était assis sur le stage, dos au public, puis il se faisait taquer directement. Il était torse nu, il se faisait taquer des trucs. J'aurais aimé ça, ouais. Je pense que t'aurais aimé ça. Ça aurait pu être toi. En fait, c'est ça, oui. C'est ça qui aurait été l'élément déclencheur. C'est ça que je veux faire. Il y avait les abdigradationnistes. Ben oui. Je sais pas si vous connaissez. Ils essaient de faire un comeback depuis 15 ans. Si jamais ils réussissent, ça c'est un groupe assez mémorable là, avec qui j'ai fait beaucoup de shows. Il va y avoir Arsenic 33, Groovy. Oui, exact, c'est ça. Ben, ça, Groovy, on dirait que sont là depuis toujours 1942. C'est encore sur le Rockfest cette année, j'ai vu. Ah ouais, hein? En fait, c'est Vincent P qui est dans tous les bands au Québec. Là. C'est ça. Il est dans autre chose. Ah, ben, les Marmottes aplaties. Les Marmottes aplaties. Ah oui. Comment ça s'appelait, là, avec la fille sexy? Vénus 3. Oui, il y avait ça. Lily Fatal. Ah, ça, c'était horrible. Non, les secrétaires volantes. Je ne connais pas ces groupes. Je ne connais que la justice et la veuve et l'orphelin. Alors, on va revenir au Carla. On va revenir à Carla Forquesson. On a encore plein de choses à dire, évidemment, mais je voulais juste qu'on mette des extraits de tunes. Comment tout le monde en parle, le Carlis? Fait que là, si je fais... Juste les intros. Non, mais tu sais, comment tout le monde en parle, ils mettent des bouts de tunes. OK. Ben, comment la riff commerciale, évidemment. Je veux dire, je vais replacer les gens un peu. Ben, c'est le son un peu. Yeah. Nous avions peaufiné un riff vachement commercial et nous l'avions fait péter dans les nightclubs de Montréal. Sinon, un Reggae Dub 9. Je pense que tu peux monter le son un petit peu. Ben oui. C'est de nous signer. Elle disait vive les artistes. Ils nous ont vite retapé. Et depuis ce jour fatidique, nous faisons tube après tube. Et nous vivons millionnaires, prisonniers de notre calvaire. Là, ça devenait fou, là. Ouais. À l'époque, j'ai entendu ça à Cool FM. Ouais, à Cool, c'était la toune. Avec Lucien Francoeur. Ouais, c'est vrai. J'animais là. Un riff commercial. Tu veux-tu une vie? Moi, j'avais entendu ça back-to-back avec le gala de la disque de mon oncle Serge à Cool FM, man. Je pense que c'est mon meilleur enchaînement de 2 tunes à radio commerciale que j'ai entendu de ma vie. Reggae Dub numéro 9. Ah, ben ça. Que je dédie à Carquois. Ben oui, c'est ça. Ben, pas le choix de la jouer maintenant. C'est très hétérogène, ta musique. Ça va dans plusieurs zones. Ça a été ça le problème, en fait. Ah ouais, on pouvait pas te mettre dans une boîte. Ouais, parce que C'est quoi, ils avaient fait beaucoup rouler une tune, puis le deuxième extrait, ils voulaient pas parce qu'ils disaient que ça ressemblait pas assez au premier extrait. Ah ouais. C'est là que j'ai compris pourquoi que les bands faisaient des albums où que toutes les tunes se ressemblent. Ouais. Number 9, c'est très chaud, ça. Ah ouais. Tu vas voir, on va être à mode cet été avec. Ça me rappelle le soleil de la Toscane. On va tirer. Il y a 25 ans minimum. rendu italien. Le député.
Et en terminant, Fucking Shit Baby Love. Ah ben là, oui. Oh, peut-être. J'avais l'habitude de commencer cette chanson-là en racontant l'anecdote du gars qui est en train de faire l'amour passionnément à sa sœur. Sa sœur, il disait « Hey, tu cours pareil comme papa », puis lui, il disait « Ouais, c'est ça que maman a dit tout le temps. » Oui, pour moi. Fuck your mother, fuck your brother. Fuck your father, fuck your sister. Fuck your mother, fuck your brother. Fuck your father, fuck your sister. Yeah. Solo. On est dans la contre-culture, là. En plein dedans. Tu as écrit plusieurs belles chansons. Ça, cette chanson-là, c'est ma préférée. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, Daniel Boucher, il a explosé. Puis il nous avait vu en show. Puis là, il avait dit, hey, ça vous tente-tu de venir faire notre première partie? Puis nous autres, on était comme, ouais, on va aller faire ta première partie. Puis c'était au Corona. C'était jam-pack. Puis là, tu sais, on était comme, wow, on ouvre pour Daniel Boucher. Puis là, on arrive sur stage. Puis là, on commence à jouer nos tunes. Mais le Corona était rempli de madames avec leurs enfants. C'était tous des enfants. Puis là, nous autres, on était comme, fuck your mother, fuck your brother. Les mamans bouchaient les oreilles des enfants. Puis je me disais, ouais. Peut-être que des fois, j'y vais trop fort. Peut-être des fois, j'y vais trop fort. Hey, ma gang de malades! On a pu voir des... Je pense, tu sais, t'as des influences très plumesques. Oui. Même, il y avait un côté Jean Leloup dans ce qu'on a entendu. Y a-tu d'autres influences ou même Plume? Puis, tu sais, à quel point ils t'ont influencé? Ah, ben, Plume, j'ai découvert Plume, je devais avoir 11 ans. Puis, depuis ce temps-là, Plume, c'est mon Elvis, là. Pour moi, c'est... tu sais, mettons, ils avaient fait une hiérarchie, là, tu sais, comme les Beatles, c'est le groupe numéro 1, puis les Rolling Stones 2. Pour moi, Plume, au Québec, c'est comme le plus grand, là. L'as-tu déjà rencontré? Ben oui, j'ai déjà fumé un joint avec lui T'es sérieux? L'année passée. Oh. Tu me l'as raconté. Ah oui, hein? Ah non, moi, je savais pas. Ben là, faut que tu racontes ça. J'étais sur un high, tu sais, comme pendant... Ah, ben écoute, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un dans son band, fait que je me suis ramassé backstage dans un show à Sainte-Thérèse, puis il venait de sortir son dernier disque, c'est Rechute. Oui. Puis ce disque-là, il l'a enregistré avec un de mes amis. Qui jouait dans Karloff Orchestra en fait que là j'avais la porte d'accès parce que je m'étais déjà ramassé une couple de fois backstage proche de Plume, mais Plume il est un peu il est dur à approcher là. C'est pas comme Monsieur Sourire, il est small talk. Plume, je pense pas tant que ça. Puis là j'avais une belle porte d'entrée pour jaser avec lui. Hey, t'as enregistré avec Éric Raté, hostie. Là, quand il a vu que je le connaissais, Éric, tabarnak, ses yeux se sont ouverts. Il a des grandes mains, cet homme-là. Professionnel, tu sais. Parce que fait une bonne job maintenant. J'étais avec JC. Ça, c'est mon imitation de Plume. C'est quoi ces accents ridicules? Moi aussi, je te parlais comme Plume, ma gang de ciboires. Fait qu'il m'a dit bouge pas. Il est parti dans sa loge, il est revenu, il m'a donné un joint, il m'a dit allume ça, on va jaser. Puis là, j'étais comme allume ça, on va jaser, ok. Est-ce qu'il l'a commis dans sa bouche avant, tu sais, comme... Bon, il m'a laissé l'allumer, en fait. Ok, d'accord. Toi, tu l'as sucé? Non, j'avoue, j'ai pas sucé le joint. Ok, d'accord, j'en fume plus, mais quand on en fume, on faisait ça. Tu suces le joint pour qu'il soit plus long. T'as-tu réussi dans la discussion à pas avoir l'air trop fanboy? Mais ce qui est drôle, c'est que... Non. mais ce qui est drôle, c'est que tout son entourage sont un peu fanboy. Son band, c'est des fans de Plume. Tu sais, Jean-Claude, il jouait dans un band hommage à Plume. La chanson Jean-Claude, Jean-Claude. Pour lui, Plume, c'est le greatest ever. Il le regarde avec passion encore aujourd'hui. Fait que tout le monde a des insights de Plume. Tout le monde dans le band connaît les moindres références obscures. Puis j'étais capable de jouer avec eux autres. Tu sais, on dirait qu'ils m'acceptaient. Là, je connaissais les calls. Mais ce qui était drôle, c'est que sur son dernier disque à Plume, il y a une chanson, je sais pas si vous l'avez écouté, qui s'appelle L'archange de Saint... je sais pas trop quoi. Mais bref, j'y parle de cette tune-là, puis je dis, hey, cette tune-là est drôle. Moi, j'imagine vraiment le personnage. Puis là, il me dit, tu sais, le personnage, c'est une fille. Puis je dis, ben non, c'est un gars. Il dit, ben non, c'est une fille. Là, je dis, ben, il me semble. non, c'est une fille. Là, il se met à réfléchir. Il dit, c'est vrai. Il me dit, à l'écrit, tu verrais que c'est une fille, mais quand on l'écoute,
écoute, c'est probablement un gars. Fait que là, je dis, attends, check, regarde, je l'ai dans mon téléphone. Fait que je sors la toune, puis là, j'écoute la toune avec lui, phrase par phrase, puis il est comme tabarnak, c'est vrai. Hey, Jean-Claude, tabarnak! Mon ciboire. En tout cas, c'est une belle expérience pour moi, mais oui, Plume, c'est une grande influence, mais ma première influence, ça a été Yvon Deschamps, j'étais petit cul. Je devais avoir 6-7 ans. Il y avait l'album avec le fœtus. La toune des fesses. Ouais, mais les fesses. Mais je connaissais cet album-là par cœur, puis je me faisais mettre dans le corridor à l'école parce que on avait le cours de catéchèse, puis là la prof elle disait, y a-tu des questions? Puis je disais, moi oui, le petit Jésus là, il avait les cheveux blonds bouclés puis les yeux verts. La prof elle me regardait, elle disait ouais. Je disais, pour un juif c'est rare en crime ça. T'es dans le corridor. Non, t'es pas quand même. Je te regardais tantôt, on écoutait des chansons, puis t'avais l'air emballé de ces chansons-là. Je les écoute pas souvent, puis je suis comme content de les réentendre. C'est des bons souvenirs. Parce que ça te manque des faire sur scène, justement, comme ça. La scène me manque énormément. C'est l'affaire qui me manque le plus. C'est pour ça que des fois... Je pensais que c'était moi. Oui, mais... L'affaire. La petite affaire. C'est pour ça que des fois, je vais me péter à la gueule dans les open mic d'humour, parce que juste pour le trip d'être sur la scène... oui, ça me manque. Mais ce qui me manque pas, par exemple, c'est de monter un bench comme vieux, tu sais, les pratiques, mettre beaucoup. Moi, j'ai abandonné carrément la musique comme un Zorro qui... Ben, c'est sûr que j'allais y venir, évidemment. Là, c'est que pourquoi ça l'a arrêté? Il y avait clairement quand même un certain engouement là, pour ce que tu faisais et tout ça. Oui, mais c'est tellement dur. Tu sais, moi, j'étais petit cul, j'étais naïf. Mon plan ultime, c'était de devenir millionnaire. Puis là, je me rendais compte que ça allait pas marcher. Non, c'était pas de même. Oui. Non, c'est ça. Puis des fois aussi, tu sais, tu mets beaucoup d'énergie là-dedans, t'enregistres des albums, tu pratiques, puis là, tu te fais booker un show à 3 heures de route, puis là, tu y vas, puis là, il y a 80 personnes dans la salle. Un moment de, tu sais, c'est cool parce que les autres ils te redonnent de l'énergie puis c'est le fun, mais à un moment donné, en vieillissant, on dirait que l'énergie en tout cas moi, l'énergie que je recevais back versus celle que je mettais, il y avait comme un méga déficit, puis je me sentais comme un junkie, tu sais, comme tu m'appelais puis tu me disais, hey, il y a un de mes chums, il y a une rush de crack à 3 heures de route d'ici, puis j'étais comme, ok, on y va, là on roule 3 heures, c'est une petite rush, on prend une puff, on n'a pas de buzz. Je me sentais de même un peu à la fin. C'est une belle manière de mettre en image, bravo. La métaphore du crack. Je pense que Dominique avait une question. Oui, Murphy Cooper. Il y a un bizarre. Ah, c'est lui, Murphy Cooper. Ben oui, c'est Murphy Cooper. Karloff, écoute-moi. Oui. C'est Zorro. Oui. C'est Zorro qui te parle. Je sais, j'ai connu. Tu me sembles être un brigand, mais aussi un brigand sympathique. Un brigueur. Est-ce que l'humour est quelque chose que tu envisages plus sérieusement? Oui, Ben, je suis rendu trop vieux pour avoir des rêves fous, tu sais, mais c'est juste que j'aime ça être sur une scène, puis regarder dans les yeux du monde, tu sais, comme j'aime ça voir du monde choqué, voir du monde qui rit, puis voir du monde qui ont la salive, c'est comme... J'aime ça. Ben moi, je me souviens, à la dernière de ce show, que t'avais fait une chanson, t'avais fait Cocaïnomane Anonyme, puis là, il y avait mon oncle Serge, il y avait, tu sais, Mike Ward qui était sur le plateau, il y avait moi en tambourline, il y avait Julien, il y avait... Et pas moi, parce que j'ai pas été invité. Exact. Il y avait pas Murphy. Murphy était pas là. Il y avait... Non, mais on va en parler plus tard, Murphy. Le moment était... absolument, tu sais, c'était disjoncté à mort, là, ça avait pas de bon sens. Il y avait Dave Venner. On dirait que ça... Ouais, Dave Venner était là. Il jouait le rôle du pusher. Ben oui, c'était un rôle de composition. C'est spécial. Non, mais je sais pas, on peut-tu raconter ça? On a genre fait de la coke live pendant l'émission. Ah, tabarnak, les gars! Non, pas moi, j'ai jamais fait ça. Non, mais Zorro ne fait pas de coke. Il carbure à la justice. Non, mais on montait de dos, mais on faisait comme des lignes on faisait des clés de coke de dos. Ciboire, Julien. C'était pour le réalisme. Non, c'est ça. Non, mais c'était fou raide. Puis le même soir, on avait enregistré aussi le dernier épisode. Puis à la fin, Anthony Montreuil, il se met à graine à l'air. Puis ça a été diffusé quand même. Ben oui. Il n'y a pas de musique à Musique Plus. Non, mais il y a du pénis et de la cocaïne. Exact. Ben c'était fou raide. Comme Maxime le mentionne, c'était effectivement... J'avais réécouté ça avec Dom, je suis tombé dessus, je pense qu'il l'a sur YouTube. En tout cas, il l'a quelque part sur Internet parce qu'on l'a réécouté il y a un mois ou deux. Puis j'étais tellement nostalgique là. C'était vraiment une belle perfo en fait. Je pense même à ce jour que c'est la perfo la plus rock de toute l'histoire télévisuelle du Québec. Je mets au défi quelqu'un de trouver une performance plus rock que ça. Zorro relève toujours les défis.
Oui. Ça prendrait Tambourline, là, notamment. Oui. C'est correct de demander Tambourline. Murphy, donc, tu disais que tu n'avais pas été invité à ce show. Veux-tu en parler avec Karloff? Ouais, pourquoi? T'étais pas assez connu à l'époque. Hein? Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, j'étais plus connu que Murphy, par définition. Non, mais si vous voulez parler de ce show, on peut en parler un peu. C'est que quand j'ai pitché ce show-là, le cast, premièrement, il y avait même pas Mike était même pas dans le portrait encore au début. Puis du cast original que j'avais pitché à la direction des programmes, il y en est pas resté beaucoup. Fait que je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais, non, en fait, je faisais même pas de vidéo encore à cette époque-là. Rien, vraiment. Mais je sais que Jay m'avait demandé vers la fin, là, il m'avait demandé propose quelque chose puis tout ça, puis on va te prendre, blablabla. Ben, c'est toi qui avais le dernier mot probablement, là, mais je sais que Jay m'avait tendu la main. Il y avait Mathieu Bonin aussi qui était vraiment fâché de pas avoir été invité. J'avais même été le rencontrer un peu pour y expliquer pourquoi. Puis c'était un peu, c'est parce qu'il y avait, à cette époque-là, Bonin avait rien vraiment de contenu que je pouvais dire, regardez qu'est-ce qu'il fait, tu sais. C'était dur pour moi d'aller pitcher un post Facebook ou tu sais, pour dire, hey, ça c'est un génie de l'humour. Mais je me rappelle, par exemple, Murphy, t'avais fait une manifestation devant le... je disais que j'étais devant Musique Plus, mais en fait, j'étais sur l'esplanade de la place Ville-Marie. C'est pas loin. Moi, je trouvais ça très drôle, puis mais c'était pas assez connu. Bon, non, absolument. J'étais juste un auteur à ce moment-là. J'étais pas encore poète. Mais par contre, je t'ai fait une offre, par exemple, que t'as refusée. Je t'ai offert... Je refuse tout, ouais. J'ai offert à Murphy... Il aurait voulu que tu lui offres pour qu'il refuse. Je refuse tout. Moi, mon père, c'était un lutteur professionnel dans les sous-sols, puis un peu partout. J'étais un grand fan de lutte. Puis je pense que Murphy aussi, moi aussi. Puis j'avais offert à Murphy de monter un gala de lutte parce que je pense que Murphy pourrait facilement être le Gorgeous George du Québec actuel. Puis j'étais vraiment craqué sur cette idée-là. J'étais comme ça va être big, ça va être malade. Puis Murphy a turné down mon offre. Ouais. Je fais ça souvent. Mais c'est pas personnel, c'est juste je le voyais pas à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui je le verrais plus, mais j'étais pas rendu là à ce moment-là de ma vie quand je t'ai croisé. Puis mon plan était écœurant parce que ça l'impliquait Julien aussi, mais Julien, je me suis pas rendu à toi parce que ça me prenait Murphy avant, tu comprends? Fait que j'ai tout ruiné. T'as tout ruiné. T'as brisé la storyline. Oui, parce que je voulais que Julien se fasse péter à la gueule par un vrai lutteur, tu sais, puis qui parte en ambulance pour le show. Mais là, il fait ça à ce temps, Julien. Il est rendu dans le monde de la lutte. Là. J'ai vu. T'as vu. Malgré moi, là, je suis rendu, j'ai un rival dans la lutte. Un personnage. Puis Murphy, c'est lui qui habille Julien dans ces circonstances. Oui, c'est vrai. Son chez styliste. Murphy pour qu'il m'habille. Je vais profiter, Karloff, du fait qu'on parle en ce moment de la période de ce show puis Musique Plus, parce que puis même c'était avant ce show, quelques mois, je pense que tu nous avais approché pour ce show. Puis là, à un moment donné, on est dans l'espèce de VIP de juste pour rire. Okay. Puis là, on jase, blablabla. Puis c'est un party de monde avec des souliers blancs puis des chemises mauves. C'est bon. Les autres, là. Ah, bon. Puis là, maintenant, on voit Karloff. J'étais avec Julien, on voit Karloff. Puis on va aller parler. Puis là, tu dis, hey, les gars, moi, ce coin-là, rue Sainte-Catherine, Saint-Laurent, ça me rend nostalgique. Hey, on va-tu visiter pour voir? Puis là, on se promenait sur Sainte-Catherine, Saint-Laurent. Puis là, t'as dit, les gars, j'aimerais ça qu'on aille à la sexothèque. Puis là, je voulais qu'on jase un peu de notre aventure à la sexothèque. Non, j'ai fait bien des affaires, mais je suis jamais allé dans un, qu'on appelle ça, un cinéma érotique. Un peep show. Un peep show. Je suis jamais allé là. Fait que on a découvert ça tous ensemble. C'était beau, hein? Moi, c'était un beau moment. Puis là, c'est ça, je me souviens pas. Nous autres, pour rentrer, quand on est allé avec toi, fallait mettre, je pense que c'était 2 piastres, puis là, il y avait comme un tourniquet. Exact. À l'époque, toi, ça devait pas être de même. Non, mais moi, en fait. À ton époque, là. À mon époque, là, quand j'allais me crosser dans un peep show. En fait, moi, je suis venu au monde à Montréal. J'ai grandi à Montréal. Puis Saint-Laurent, Sainte-Catherine, c'était là où il y avait les meilleures arcades à Montréal. Yeah. Moi puis mon ami Michael, on les avait toutes épluchées, les arcades de l'île de Montréal. Il y en avait une coupe de le fun à la place Versailles à l'époque, mais le top shit, c'était là. Mais là, je te parle, j'avais 12, 13, 14 ans, mais ces arcades-là côtoyaient les peep shows. Puis, tu sais, jeune, je me demandais, c'est quoi ça? Puis à un moment donné, j'étais descendu en bas,
puis là, ça avait l'air des arcades cool, parce que c'était toutes des cabines fermées, puis à cette époque-là, c'était les arcades les plus cool, les cabines fermées. Là, c'était Spy Hunter, tu rentrais dedans. Puis là, c'est des cabines fermées. T'es dans la machine. T'es dans la machine. Ben, c'est que sur des portes fermées, tu rouvres la porte, puis là, il y a un petit divan avec une télé. Ouais, t'étais là, on parle de la sexothèque. Il fait comme si... Tu parlais d'arcade. Non, là, on est rendu... La vie évolue. Non, mais les choses changent. C'est parce que tu rentrais dans l'arcade. Excusez-moi, là. Puis un coup que t'étais dans l'arcade, il y avait la porte pour descendre en bas. À la sexothèque. Fait que c'est de même, j'ai comme découvert ça. J'ai jamais mal compris, excuse-moi. Suis un peu. Oui. C'était un combo jeu vidéo et c'est comme, quelle arcade, t'es derrière une porte fermée? Tu recevais un lap dance en jouant à Pac-Man. Ah, Julien, je vais te réveiller. Non, je suis réveillé. Oui, continue. C'est ça, fait que c'est petit cul que j'avais découvert ça, puis ça m'avait vraiment donné un choc, là, parce que j'étais rentré dans une petite cabine, j'avais mis des 25 cents, puis là... le The Show, quel ça avait changé ma vie. Moi, je me souviens, ce qui m'avait étonné, c'était que justement, comme tu dis, c'est toutes des petites cabines, sauf que la cabine, y a pas de toit. Fait que tu sais, t'entends, c'est à air ouverte, là. Fait que t'entends pas mal ce qui se passe dans la cabine. Puis là, je suis Chris, c'est weird. Puis là, t'as la senteur qui vient avec. C'était sale. C'était comme, tout était gris. Puis là, je me souviens qu'on est rentrés les trois d'une cabine. Les lumières allumées. J'ai mis un 2 piastres dans la machine, mais là, ça a pas marché. Fait que là, on est allé voir le gars, hein. Carla me dit, ben, va voir le gars à l'entrée puis dis que t'as pas eu, ton 2 piastres n'a pas fonctionné. Puis là, je suis comme, tabarnak. Là, j'arrive, le gars a des grosses lunettes Eagle Eyes, il parle pas, il a une grosse moustache. Puis je fais, I just put $2 in the machine, but the movie don't start. Là, on était 3 gars. Imagine, lui, il voyait moi Julien en arrière, tu sais, qui en train d'attendre en faisant des babages. Je me souviens qu'à un moment donné, Julien, t'étais rentré d'une autre cabine, puis on t'a juste entendu faire, oh, excusez. Ça, c'était pas une cabine, c'était c'était le cinéma, non? C'était moi, c'était j'ai regardé ça comme 2 secondes, mais ce que j'ai vu, c'était une personne faire une fellation à une autre personne. Des gens clairement qui ont eu une vie difficile là. on est resté là quoi 10 minutes. C'était ouvert puis pardon. Est-ce qu'on a je l'ai exploré. On a de ce que je me souviens, on a réussi on a starté un film. Oui, là. Le petit monsieur, il est venu nous partir la machine. Le petit monsieur, il est venu nous partir la machine. Dans la cabine, t'as trouvé des lunettes. Ah oui, t'as écouté le film avec les lunettes. C'est dégueulasse. Ben c'est ça. C'était notre. C'était un peu là, moi. Parce qu'on s'était rencontrés. Pour briser la glace, hein, c'est l'idéal. C'est ça. Je pense qu'il a fait que là, on se jasait en amis. On s'est mis à l'aise. On s'est mis à l'aise. Absolument. Puis je crois que la Sexothèque maintenant est fermée. Oui. Fait qu'on a été là probablement peut-être la dernière année ou dans les dernières années. Ça a l'air c'était le dernier film qu'il a joué. La dernière fellation qui a été donnée, c'est à cet endroit-là. Fait que c'est un très beau souvenir pour moi aussi, effectivement, on en reparle souvent. Tu parlais de ton père est lutteur, je pense que tu as eu un parcours quand même assez particulier, ça se peut-tu? D'abord, t'appelles-tu Karloff? Possiblement non. OK. On va prendre cette réponse-là. Et je crois que t'as fait du pouce pendant plusieurs années, que t'as habité avec une dame aux États-Unis, que t'as tout un parcours. Ça te tente-tu? Ouais, ben oui. Ça peut être long par bout, fait que tu me couperas, mais en fait... Oui, comme ça. Non, pas. Oui, non, ben, comme je le dis souvent, j'ai été à la fois itinérant, contrebandier, puis directeur de programmation dans une station de télé. Quel parcours, hein? C'est quand même un peu bizarre, hein? Mais j'avais des parents très bizarres. Mon père, c'était un lutteur. C'était quoi son personnage? C'était quoi son nom? Ben, lui, il y en avait 2-3, là, tu sais, mais son main personnage, lui, c'était un méchant. Il était petit, puis il était vraiment méchant. Fait que lui, tu sais, moi, petit cul, c'est pour ça que j'ai développé le goût quand je faisais des spectacles de musique, j'aimais ça quand le monde me huait. C'est la provocation. C'est la provocation. C'était le heel de la musique. Oui. Fait que j'ai vu mon père faire fâcher des madames dans les sous-sols d'église. Il devenait folle. Le monde, il fallait attendre que le gala soit terminé pour pouvoir quitter l'auto, pouvoir quitter pour pas que les gens voient l'auto de mon père. Tu sais, il était vraiment méchant. Parce que c'était à l'époque où les gens savaient pas encore que la lutte c'était déterminée. Le monde n'aimait pas Séraphin. Il y avait beaucoup de gens qui y croyaient encore énormément. Là. Ben, il y avait cette rumeur-là que peut-être la lutte était arrangée. Puis moi, mon père, tu pouvais pas lui dire que la lutte était arrangée. Je me tape ses oreilles. Ben ouais. Puis
Puis moi aussi, j'ai vu très jeune que, tu sais, c'est pas du ketchup, là. Quand c'est du sang pour vrai, là, tu sais. Mais je me souviens plus où je m'en allais avec ça. Le personnage de ton père. Ben c'est ça, donc mon père c'était un méchant, il mordait ses adversaires puis il crachait les morceaux de peau d'en face des vieilles madames. Puis de l'autre côté, ma mère était pas mieux dans un autre sens. Tu sais, ma mère c'était une drug lord dans la Rivière-des-Prairies, mais bon. Fait que ça fait que quand c'est ça tes origines, tu sais, je sais pas, ça m'avait ouvert l'esprit très rapidement, très jeune. Je voulais pas aller travailler, j'haïssais ça, l'école, j'haïssais ça aller travailler. À un moment donné, mes parents m'ont lancé un ultimatum, soit que tu te trouves une job ou soit que tu t'en vas de la maison, puis j'ai décidé. J'étais un grand fan de Jésus aussi, puis là j'ai dit à mes parents. C'est vrai que t'aimes beaucoup Jésus. Ouais, j'ai dit là c'est le temps que j'aille vivre ma vie publique. Fait que c'était un 1er juillet. Un 1er juillet, j'ai quitté mon domicile, j'étais allé vivre à la place Émilie Gamelin. Je me suis rendu compte que je pouvais pas m'installer là. À la place, j'ai été m'installer au Carré Saint-Louis. J'ai vécu là, j'ai fréquenté les gourous du Carré Saint-Louis. À la fin de l'été, j'étais rendu moi-même un des gourous du Carré Saint-Louis. Mais attends, peux-tu explique-nous davantage Ben c'est qu'au Carré Saint-Louis, tu sais, c'est un petit parc où toutes les maisons dans ce quartier-là, en fait, faut être millionnaire pour habiter là. Mais ce parc-là, c'est comme on dirait traditionnellement depuis des années à Montréal, c'est comme une place où ce que tu peux aller faire de la drogue, tu peux aller avoir. On a un ami qui était disparu pendant un bout, puis finalement les gens se sont rendus compte qu'il habitait là. C'était mais quand tu parles de gourou, c'est comme un peu les plus anciens. Les plus anciens, puis ceux qui attiraient du monde alentour d'eux. C'est que moi, j'étais là avec ma guitare, puis je jouais de la guitare, je voulais devenir une rockstar, fait que je jouais pour ramasser de l'argent. Puis à un moment donné, là, quand ça fait 2-3 semaines que t'es là, à un moment donné, le pusher du Carré Saint-Louis est venu me voir, venu me jaser, puis lui, il trouvait que c'était cool d'être à côté de moi pour vendre sa dope, parce que je faisais comme une couverture, tu sais. Puis là, la musique attire le monde aussi, fait que finalement, à la fin de l'été, c'était tout le temps plein de monde alentour de moi qui venait chercher de la drogue, mais qui venait aussi écouter la musique dans ce sens-là, un gourou du Carré Saint-Louis. Et tu dormais à la Belle Étoile? Je dormais dans une Sprint. J'avais un ami qui avait une Sprint qui marchait pas, fait qu'elle était parkée sur la rue Laval, puis je mettais toutes mes affaires là-dedans, puis l'étiquette s'empilait parce que on pouvait pas la déplacer. Fait que je dormais là-dedans, ou sinon je dormais à la Belle Étoile, ou sinon je dormais. J'espère que vous avez payé ces étiquettes-là. Oui. Me semble que oui. Est-ce que c'est une période difficile, heureuse, ou t'as-tu une nostalgie de? Ben c'est drôle à dire, hein. C'est comme c'est une période très heureuse parce que j'étais totalement libre. J'ai vraiment goûté, je pense, pendant 2 ans ce que c'est la liberté, parce que dans le fond, j'avais juste un sac à dos avec un peu de linge, ma guitare, puis j'avais juste à me demander, tu sais, comment je vais faire pour manger aujourd'hui, puis où c'est que je vais dormir à soir, mais sinon je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais. Même, c'est ça qu'à un moment donné, quand l'hiver est arrivé, j'ai fait comme, OK, tout le monde me disait, il fait plus chaud à Vancouver. Fait que je fais comme, OK, je vais aller à Vancouver. Je suis parti à Vancouver, je trouvais qu'il faisait encore frais. Je suis comme, Californie, je vais aller en Californie. En ayant tout ce que t'as comme possession sur ton dos, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller. Puis tu sais, où ce que je dormais, c'est que des fois, quand t'as une guitare, ça l'attire du monde qui veulent tu te ramasses chez des gens, les gens veulent t'accueillir. Puis t'aurais pu aller chez Zorro. J'aurais pu me ramasser chez Zorro. Tu me rappelles mon cousin Jacques Kerouac. Rage. Genre, tu sais. Ça t'aurait pris une guitare plus Kerouac, c'est le cousin classique, là. On l'aurait pris. Des cordes en nylon. Ouais, exact. Ouais. On a comme toute une des conversations parallèles en même temps. Le groupe s'est brisé. Alors, on continue ça, là. Écoute ton récit. Je sais plus trop. C'est ça. Fait que, donc, oui, je vivais dans la rue, puis je suivais au gré des rencontres, la vie. Puis mon but, en fait, c'est d'écrire des tunes, principalement, parce que j'écrivais des tunes, puis c'était tout le temps la même tune que j'écrivais. C'était tout le temps l'histoire d'un gars qui veut pas aller travailler, puis qui trouve que la société, c'est de la merde. Faire un album concept là-dessus. J'aurais pu, mais je me disais, ça manque de... 14 tonnes sur le même sujet. J'avais même pensé à faire un album concept à la The Wall, puis le titre de l'album, ça s'appelait « L'Union des petits Québécois
avec leur boîte à lunch qui chiale sa vie. Puis il y avait même ça. La grande finale, c'était On est tous Yvon Deschamps. On est tous Yvon Deschamps. Je fais un lien avec ta passion de jeunesse, effectivement. Fait que c'est ça, je sais plus là, c'était quoi la question, mais je voulais juste te lancer sur ton parcours. Mon itinérance. Si je me fie à ta structure, on s'est rendu à la troisième étape. La troisième étape, effectivement. Mais presque, je terminerai aussi là-dessus. Même pendant que tu étais dans ton Karloff Orchestra, tu étais encore un peu itinérant, ça se peut-tu? Oui, c'est vrai. En fait, le gros down que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, il y avait, Maxime, tu mentionnais Cool FM. Il y avait Cool FM, puis j'avais ma chanson Riff Commercial, elle jouait à Cool FM, elle jouait à CIBL, CISM, puis elle jouait à C'est quoi? Dans ma tête de petit cul, c'était un home run. C'était comme je jouais... La toune, elle jouait partout. Puis donc, j'avais atteint dans ma tête, j'étais rendu ce que je voulais être, une rockstar. En plus, j'avais pas d'appartement. Je revenais de ce périple-là d'itinérance. Fait que je dormais sur le toit de François Coder, qui avait un studio d'enregistrement, genre coin Iberville et d'Endurant, genre. Quelqu'un qui pleut, supposons. Il y avait un petit... je pouvais me réfugier, mais s'il mouillait toute la nuit, je dormais pas là, on s'entend. Mais je me disais, aïe, OK, ma toune, elle joue partout. J'ai pas une calice de scène. Dans le film The Doors, c'est comme cool. Ça a l'air hot parce que, tu sais, comme à un moment donné, il y a un fondu enchaîné puis tu passes à l'autre chose. Mais là, il y avait pas de fondu enchaîné. Il y avait là, tu sais, comme il mouille. Puis j'étais comme, aïe, ma vie, c'est de la merde. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Ça marchera pas. C'est ça. Ça aussi, ça l'a poussé peut-être à la fin, justement, de la carrière musicale ou la réorientation de carrière. C'est ça, c'est à un moment donné, il faut que tu décides, là, je sais pas. Fait que c'est le fun, 2 ans être itinérant, ça que tu dis? J'aurais pu continuer, parce que des fois, c'est ça, j'y repense avec nostalgie, puis j'aurais le goût, des fois, de retourner, mais là, j'ai des enfants, je peux pas. Ouais. Tu sais, comme récemment, ma blonde, elle m'a collé là, avant Noël. Puis j'avais le goût de retourner itinérant. Ça a été mon premier réflexe, mais j'ai fait comme, fuck, mes enfants, je peux pas. C'est un bon réflexe. Tu fais un bon pont à la troisième partie de mon interview, soit Karloff aujourd'hui. Karloff, père de famille, Karloff qui ne travaille plus à Musique Plus depuis un an, ou le groupe V en général, depuis 1 an ou 2. Depuis un an. Oui, en fait, j'ai passé par plein de phases. J'ai eu, ils ont été vraiment gentils avec moi chez Groupe V. J'ai eu une petite prime de départ qui m'a permis comme de réfléchir à ma vie. Puis j'ai décidé d'aller travailler avec un de mes amis que je connais depuis longtemps, qui a un label de disques, qui est le label qui m'avait produit à l'époque, mais à l'époque, le gars... Ça c'est L'AB Underground. En fait, ouais, c'est le LAB, puis c'est moi, quand on avait sorti le disque, j'étais comme, c'est pas un bon nom de compagnie de disque, ça faudrait que ça s'appelle LAB Underground Vintage Record. Puis lui, il était comme, non, c'est mon nom de compagnie. J'étais comme, non. Mais bref, fait que maintenant, je travaille pour lui parce que sa compagnie a expansionné, puis il veut développer un secteur de création vidéo, télé, réalité virtuelle, machin. Fait que je travaille avec... Parce que c'est un ami, c'est le fun de travailler avec un ami. Tu ris, t'as du fun, tu travailles pas pour un CA de personnes un peu anonymes ou de vieux monsieur ou de vieilles madames qui comprennent pas vraiment ce que t'essaies de faire. Fait que ça me fait du bien, mais honnêtement, maintenant que ma blonde m'a collé là, je sais plus quoi faire. Il faut que je me réoriente un peu. Fait que j'étais en train de... Tu sais, mon plan là, pour 2018, en fait, c'est d'écrire... Je veux engager un ghostwriter, en fait, parce que moi, j'aurais pas la patience de le faire. Mais je veux engager un ghostwriter qui va écrire qui va vulgariser ma vie. Okay. Le publier à compte d'auteur puis donner des conférences à 1500$ la conférence. C'est ça mon prochain but pour devenir millionnaire. Je pense que ça peut être inspirant pour les jeunes, de cambrioleurs itinérants à cambrioleur aussi? Un petit peu, ouais. Et Zorro est pas content. Mais tu pourrais te repentir et devenir mon associé, Grand Galop. Imagine. Et nous allons combattre le shérif de Nottingham. Ça accumule les propositions d'emploi. Tu vois? Quand même. Alors, être père monoparental, ça va bien? Écoute, ça va bien, mais c'est pas évident. Tu sais, c'est bizarre. C'est un autre monde, là. Mais c'est le fun. Ma petite fille est vraiment fabuleuse. Mon petit gars, c'est un petit mauveux que j'adore. Mais écoute, c'est ça.
Est-ce que tes enfants ont un peu... on voit le lien entre ton père et toi. Est-ce que les enfants semblent l'avoir aussi? Ben, je pense que oui. Non, ça c'est clair. Ma petite fille, elle a 2 ans, puis elle a vraiment un sens de l'humour hallucinant qui m'étonne. Là. Elle me fait des... Bon caca. Ouais. Tu sais, elle dit toujours caca. Caca, c'est drôle, on regrette ça. Ouais. puis mon petit gars est vraiment révolté contre l'autorité. Ça, on aime ça. Il a quel âge? Il a 9 ans, le petit Chris. Oh, il va être lutteur comme son grand-père ou itinérant cambrioleur rockstar comme son père? Hein? Je sais pas, je veux pas me prononcer. Je sais pas. Ou YouTuber. Il pourrait devenir Petit Galop. En fait, il a déjà exprimé le souhait. Il a déjà un nom de YouTuber. Son nom de YouTuber, c'est Scott G. Puis, et puis, ce qui est drôle, c'est qu'il voulait que j'en fasse un avec lui. Fait que j'ai dit, OK, on va le faire. Fait que je le filme pendant qu'il fait Minecraft, pendant qu'il joue à Minecraft. Puis, tu sais, je filme juste l'écran, là, parce que lui, il écoute que des YouTubers, que des walkthroughs de jeux vidéo. Fait que je le fais avec lui, puis ça dure 10 minutes, puis je trouve ça plate, puis je suis comme tabarnak, ok. Fait que là, le 10 minutes fini. Fait que là, il me dit, tu vas le mettre sur YouTube. Fait que je dis, oui, je vais le mettre sur YouTube, mais je le mets pas sur YouTube, tu sais. Mais 2-3 semaines après, je réécoute la vidéo, puis là, je suis comme, Chris, il est vraiment bon aussi. Puis là, c'est super intéressant, mes commentaires que je dis, ce qu'il me répond. Puis là, j'écoutais le 10 minutes au complet, puis j'étais comme, wow, c'est le fun. Fait que peut-être qu'il va être YouTuber. Mais peut-être vous deux, tu sais. Peut-être nous deux, ça serait drôle. Ça devient le père qui filme son enfant YouTuber. Ben c'est cool. Comme Jérémy Larouche, il fait ça avec ses enfants. Ouais, j'ai pas vu. Ah oui, non. Ou les 2 sœurs jumelles qui font du porno. Ouais, aussi. C'est un bon parallèle. Genre. Fait qu'il y a encore des projets quand même. Il est encore là, notre Karloff. Ouais. Puis je caresse toujours mon rêve de one-man show que je travaille depuis des années. Puis la question s'impose, un retour sur scène de musical. Est-ce que ça arrivera pas? Ça va sûrement arriver, mais tu sais, ça sera pas. Je vais pas faire un communiqué de presse. Là. Un petit album enregistré dans ton garage, peut-être quelque chose. Peut-être. T'as dû accumuler quelques mélodies dans les 15 dernières années. Oui, j'ai une couple de bonnes tunes, mais tu sais, des fous. Ouais, mais je travaille un projet musical en ce moment avec une jeune fille. Mais c'est pas les boys. Fait que c'est sûr, j'aime ça la musique, j'aime ça la scène. C'est sûr, je vais revenir, mais je vais pas faire un communiqué de presse, puis je vais pas dire. On repart pas dans la machine. On repart pas de. Non. Tu fais ça à ta manière, puis les fans vont suivre, puis bon. Mais non, c'est parfait de même aussi. Écoute, merci beaucoup, Karloff. Ben, merci à vous. On n'a pas terminé. On a plusieurs questions du public, dont quelques-unes pertinentes. Alors, on va y aller. C'est rare, ça, ici. Écoute, c'est un honneur. Martin Hock, instigateur de Crab, dit, quand j'étais ado, j'avais vu un gars flyer passer un quiz musical et j'ai compris par la suite que c'était lui. Par contre, je n'ai pas de questions, mais que du respect pour lui. C'était quoi le quiz musical? C'était le quiz buzzé animé par Anne-Marie Wattenshaw. C'est ça qu'on voit dans le clip. Dans le clip, c'est ça. Parce que la question qu'il te pose, je me souviens du clip, la question qu'il te pose, c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je vais être une rockstar, ou tu sais, je vais être à ta place. Je vais être une rockstar. C'est ça, je vais être une rockstar. Puis c'est ça qui ouvrait le clip de riff commercial. Parce qu'elle disait, pourquoi tu t'appelles Karloff Galewski? Je disais, parce que je vais être une rockstar. Puis moi, j'étais persuadé que tu peux pas idolâtrer quelqu'un qui s'appelle Stéphane Gendron. Tu sais, c'est comme. Quelqu'un qui s'appelle littéralement comme ça, on l'aime pas bien. C'est ça. Ça fait effectivement. Ben oui, je voulais en parler, puis j'ai oublié, mais t'avais aussi un genre de personnage à la Gainsbourg, un peu aussi, dans ce que tu faisais. Lire de la poésie et être arrogant, être... Ouais, un peu. Je me cherchais un peu. Là. J'alternais entre Gainsbourg et Plume, là, j'imagine. Je me cherchais encore. Gainsblume. Alexandre Roy demande, est-ce vrai qu'il est devenu multimillionnaire puis a dû déclarer faillite dans la même semaine à cause du clip Vintage à l'os et des poursuites en copyright? Et moi, je ne connais pas ce vidéoclip. Alors, c'est non, hein? Ben, j'ai fait un vidéoclip pour un band du label pour lequel je travaille qui s'appelle Seba et Rock. Exact. Puis ce clip-là, il a fait 1 million de views en une semaine sur Facebook. Fait que je suis devenu techniquement un influenceur. Ah, ok, non, je replace, c'est quoi tout d'un coup? Oui, ok, ça. Puis, oui. Mais il y avait plein d'images volées dans le clip, mais dans mon post, je le disais, tu sais, que j'avais volé les images par amour pour ces images-là. Donc, non, je suis pas devenu millionnaire parce que Facebook est pas monétisable encore à mon niveau, là. Mais je suis content. Je peux dire, techniquement, je suis un influenceur. Tu sais, j'ai 1,5 million de views sur mon vidéo. J'ai pas eu
eu ça encore. Murphy l'a eu. Moi, je l'ai eu. Oui. Plusieurs fois. En tout cas. Alors, ça, Julien? Oui. Alors, de ça, Jay Saint-Louis demande, je peux te faire partie des frères poubelles, s'il vous plaît? Ah oui, ben ça, c'est un petit inside. Ouais, moi, ici, écrit en privé aussi, il faut absolument que tu lui poses la question. Style de Jay. C'est que, en fait, Jay fait référence quand j'étais au secondaire, je m'étais parti une secte, qui s'appelait les frères poubelles. Oui. Puis tout le monde voulait en faire partie. Quel parcours, hein? Oui. Mais moi, c'est toujours comment faire une pièce, tu sais. Fait que, c'est bien. Fait que, oui, donc, ça coûtait 5$. Donc, oui, Jay, tu peux faire partie des frères poubelles, mais ça coûte 5$ pour rentrer. Il y avait 3 niveaux. Quand tu rentrais dans ma secte, t'étais apprenti poubelle. C'est comme la scientologie, mais pour jeunes. C'est ça, exact, c'est ça. C'est parfait. Ça. Ben, dis de même, hein, c'est bien. Ouais, ok, excuse, c'est tout. Mais c'est quoi les autres niveaux ensuite? Ok, c'est ça. En fait, le concept des frères poubelles, c'est que ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Donc, quand moi j'ai des smokes, toi pis t'en as pas, toi t'en as. Fait que c'était moi puis mon ami, on avait parti cette secte-là. T'avais jamais de smoke. Ben, en fait, c'est que quand tu voulais devenir frère poubelle, le premier niveau c'était apprenti poubelle. À ce niveau-là, ce qui était à toi était à moi, mais ce qui était à moi était pas à toi. Fallait que tu fasses tes preuves. Fait que ça te coûtait 5$ pour rentrer, puis après ça te coûtait tous tes smokes puis tout ton argent de lunch. Quand t'avais fait tes preuves, tu passais au deuxième niveau qui était, je pense, compagnon poubelle. Ben oui, on a. Oui. Mais pour passer à ce niveau-là, il fallait que tu débourses un 10$ supplémentaire. Puis là, ce qui était à moi était à toi, mais tu sais, on avait... Ouais, t'as un droit de veto. Ouais, exact. Puis là, si tu passais au niveau supérieur, ce qui était jamais arrivé à personne, tu devenais maître poubelle. Bon. Là, c'était vraiment... Ça a-tu marché? Ça a roulé un petit bout, parce que tout le monde, on était comme les cools, tu sais. Moi pis ce gars-là, Bouti, on faisait des petites pièces de théâtre. Fait qu'on était comme les coolos de l'école, mais tout le monde voulait se tenir avec nous autres. Nous autres, t'es comme, regarde, nous autres, on est les frères poubelles. C'est comme du proto-communisme, mais que finalement... c'est plus une secte que du communisme. Non, mais si vraiment vous aviez tout mis en commun, là, il y a juste une moitié qui le fait. Je vais être franc avec toi, ça pue le poisson frit. Ça sent mauvais. Puis, on avait un truc pour faire de l'argent, c'est qu'on passait aux portes, moi puis Bouti. C'est pour ça qu'on avait tout le temps de l'argent, puis les mondes voulaient se tenir avec nous. C'est que on passait aux portes, puis on ramassait des dons pour supposément l'équipe de l'été, c'était l'équipe de basketball qui voulait aller faire un tournoi à Toronto. Puis là, on disait aux gens, vous nous encouragez comme vous voulez, mettez votre nom, puis le montant que vous nous donnez, puis votre numéro de téléphone, parce qu'à la fin, on fait un tirage d'un bicycle parmi tous les gens qui ont donné. Fait que là, on nous donnait 1$, 2$, 3$. Tu sais, au secondaire, on se ramassait un paquet de smoke vite. Ouais. Puis on se disait que c'était une bonne action parce qu'on se disait les gens, ils se sentent bien. Tu sais, ils ont l'impression d'avoir donné 2$ pour aider les jeunes, puis peut-être de gagner un bicycle. Fait qu'on se disait, tu sais, on fait pas vraiment de mal. Vous avez jamais donné de bicycle, hein? Ben, jamais. Ben non. Meilleure idée au monde. Murphy Cooper demande, t'es-tu connu? Ben là, écoute, je suis moins connu que Murphy Cooper, là, je dois le concéder, mais j'ai quand même fait 1,5 million de views sur Facebook. Ben, j'ai jamais fait ça. Léa Streliski demande, te souviens-tu qu'en 2002, j'étais stagiaire à Musique Plus et je t'avais interviewé dans un bar en face du théâtre Saint-Denis. Ça, je me souviens pas du tout. Je me souviens qu'elle fait peut-être probablement référence à un bar qui s'appelait l'Aquarium, qui appartenait à Boom Desjardins. C'est là que j'avais lancé Fucking Shit Baby Love. Puis tout le long du show, je disais, hey, je suis vraiment content d'être dans le bar de Desjardins. Si moi, Desjardins me fait triper, tu m'aimes dessus. Je veux dire, le gars, il écrit des textes. Puis à la fin du show, il y avait une fille, une barmaid, elle était venue me voir paniquer. T'es comme, c'est pas Richard, c'est Boom Desjardins. Calme-toi, jeune fille. Fait que je me souviens pas, mais j'étais probablement insulté que Musique Plus m'envoie une stagiaire. Tu sais, fait que... Bon, ben Léa, tu l'auras appris ici. Bon. Mais avec le recul aujourd'hui, j'espère que j'ai été gentil avec elle parce que je n'ai que du respect pour Léa. Ben oui, elle tweet bien. Léa a été name drop, tout le monde en parle, en même temps que moi. Ah ouais, hein? Qui vous a name droppé? Ça, on veut pas le dire. Ben c'était... ok, ouais. C'était l'édition avec William Yell. C'est le petit chanteur du Mont-Royal. C'est un artiste du web. Benjamin Toll demande, est-ce que tu trouves que Julien est une vidange ambulante ou un petit Chris de mal faite? C'est lui le lutteur qui est en beef contre Julien. Ah, c'est ça. Oui. Dans ce cas-là, je dirais non, moi j'ai juste de l'amour pour Julien. Ah, merci. Vidange ambulante. Ambulance. Je dis vidange ambulance. Non, c'est moi qui s'est trompé, mais on dirait que t'es d'un frère poubelle. Oui, vidange ambulance. C'est le messager. Le messager. Et en terminant, Toby Légaré demande, tu veux-tu un riff commercial?
Ben oui, je veux dire, je pense que c'est ça le secret, c'est que tout le monde, tu sais, ça donne rien de pas faire de riff commercial, je pense. Qu'est-ce que ça te donne de pas en faire un, tu sais? Ben genre, si tu l'inverses, c'est un solo de git. Mais moi, là, pour vrai, c'est quand les 3 accords sont arrivés, je me suis dit, OK, eux, ils ont tout compris, puis moi, je suis un échec lamentable, tu sais. C'est que moi, j'ai fait... Natural nous a dit ça aussi. Ah ouais, hein? Ouais, tu comparais aux 3 accords, lui aussi. Tu sais, ma tune riff commercial, je voulais dénoncer quelque chose, puis je le verbalisais, alors que dans le fond, j'aurais juste dû faire comme les 3 accords, juste le faire. Oui, mais en faisant un fuck you. Ça aurait pas été la même chose. Ça aurait pas, puis t'as peut-être pas été aussi à l'aise avec ce que t'as fait. Au moins, t'es content de ce que tu laisses derrière toi, tout ça. Ben oui. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'arrogance là-dedans aussi envers l'industrie du disque, puis en même temps, dans l'industrie du disque, t'as quand même accepté plusieurs années. Ouais. Moi, je me voyais comme un M&M, tu sais, qui arrivait puis qui dissait tout le monde, là. Mais c'est moins bien pris ici. Je pense que ça peut-être un peu moins. Malheureusement, on n'a pas le temps pour ça. J'aurais aimé ça le savoir. Merci Mathieu, merci Dominique, merci Maxime, merci beaucoup Murphy. Absolument. Merci Zorro, pardon. Et merci beaucoup Carla d'être venu. Écoute, très généreux. Zorro, oui. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. OK, bye là. Zorro. Zorro est là.